un son. Hop, voilà. Bonjour à tous. Alors merci de suivre en direct, soit sur Zoom, soit sur Facebook, cette dernière conférence du Printemps de l'Histoire-Géographie. Je suis Pierre Sartoff, je serai votre médiateur pour cette conférence de Benjamin Thierry. Avant de commencer, je vais présenter l'association rapidement, histoire d'en parler. C'est une jeune association créée en novembre 2017 avec pour objectif de vulgariser l'histoire géo en la rendant plus accessible ou plus ludique par le biais d'ateliers en milieu scolaire et d'événements dans le grand public. Notre objectif étant de rendre l'histoire populaire par tous et pour tous, et désormais avec le confinement partout. Le printemps se définissait, puisque c'est la dernière, comme une série de conférences sur des thèmes d'histoire et de géographie de différentes époques, de différents thèmes, de différents sujets, de différents espaces. Ces conférences étant en direct, en visioconférence. Elles sont dès à présent accessibles en replay sur notre chaîne YouTube et je vous invite à y aller. Avant de commencer, je tenais à faire quelques merci. Alors, merci d'abord à vous de vous être rendu disponible pour cette 32e et dernière conférence. Merci à Benjamin Thierry qui va l'animer, qui va nous servir d'ouverture comme dans une dissertation, c'est-à-dire qu'est-ce que sera l'histoire de l'homme en quelque sorte. Et également, merci à l'équipe des bénévoles, on le voit là sur le visuel. Merci à notre équipe de modérateurs, Andrea, Mélie, Mathéo, de communication, Juline, Jeanne, Lucie, Roxane, d'organisation, Romain, Pierre, Pauline ou Aude. Merci également aux 34 ou 35, je crois, conférenciers et conférencières qui ont participé au Printemps de l'Histoire-Géographie. Merci à notre partenaire. Alors, un merci spécial à l'Association des professeurs d'Histoire-Géographie, donc la PSG, pour leur soutien permanent, leur aide, leur partage, leur disponibilité. Merci aux engagés de Nancy et la Fédération du scoutisme français pour avoir co-organisé une conférence. Merci également à vous, auditeurs, participants, fidèles, qui avez participé, qui avaient été 900 à participer, à suivre en direct nos conférences et aux 3500 vues en replay. Ce projet né pendant le confinement qui s'arrête désormais au début de l'été. Ensemble, nous avons réussi à déconfiner l'histoire-géographie. Mais ce printemps n'est pas vraiment terminé, car vous pouvez dès à présent retrouver toutes les vidéos sur YouTube. Notre site web va également continuer pendant l'été à proposer du contenu. Enfin, dans le chat, je vais vous mettre prochainement, je vais le mettre tout de suite, un petit lien d'un questionnaire pour donner votre satisfaction ou non sur le printemps de l'histoire-géographie. Ce n'est pas encore tout à fait fini, puisque comme je l'ai dit, il y a la conférence de Benjamin Thierry. Donc nous accueillons avec grand plaisir Benjamin Thierry pour cette dernière conférence. Docteur en histoire depuis 2013, après avoir soutenu une thèse sur donner à voir, permettre d'agir, l'invention de l'interactivité graphique et du concept d'utilisateur en informatique et télécommunications en France de 1961 à 1990. Benjamin Thierry est actuellement maître de conférence à Sorbonne Université en histoire contemporaine. Spécialiste de la question numérique, il a notamment écrit l'an dernier Web History in Context ou encore en 2018 Réseau et sociabilité de papier, la presse micro-informatique, espace pionnier de coparticipation. À la fin de l'exposé, vous aurez l'occasion de poser des questions à Benjamin Thierry. En attendant, je vous remercie de garder vos caméras éteintes et d'utiliser le chat seulement pour des problèmes techniques. Je te laisse la place, Benjamin. Merci Pierre, j'espère que le son est correct. Merci à l'association pour son invitation. C'est toujours un grand plaisir de partager voilà, des sujets d'intérêt personnel et de recherche dans un cadre un peu original. On a vécu une période difficile avec ce confinement. On a beaucoup utilisé Zoom et c'est particulièrement agréable pour moi d'utiliser Zoom pour autre chose que des réunions avec mes collègues et de partager par ce biais quelques réflexions sur l'histoire à l'ère numérique, qui sera le cœur de mon intervention ce soir. Une intervention alors qui, bien entendu, s'ancre directement dans mes préoccupations de recherche. Pierre a eu la gentillesse de rappeler ce titre de thèse beaucoup trop long qui
montre à quel point ce sont des préoccupations pour moi qui sont anciennes maintenant, sur la manière dont ces nouvelles technologies, qui sont plus si nouvelles finalement, bouleversent nos manières de voir, nos manières de penser également. Ce sera l'une des nombreuses questions qu'on se posera ce soir dans le cadre de cette ouverture-conclusion. Pierre doit avoir un fond d'optimisme, hein, en soulignant que cette dernière conférence de l'année est une ouverture. C'est aussi une conclusion qui fait un bilan de ce qui affecte notre manière d'être à l'histoire depuis quelques années. Alors cette conférence, vous verrez, elle sera notamment nourrie d'images et je tiens à le créditer parce que c'est un artiste qui est important, intéressant, qui fait partie de ces jeunes artistes critiques sur le numérique. Toutes les illustrations de la présentation qui serviront à illustrer mon propos sont dues à Tom Gallet, dont j'ai mis l'adresse du site en première page. Alors, l'histoire à l'ère numérique, c'est un sujet qui est extrêmement vaste. Aujourd'hui, l'histoire, comme tous les champs de notre existence personnelle, collective, au travail, dans le cadre des loisirs, est affectée par l'irruption de ces outils numériques dont on a déjà une difficulté à définir réellement la nature. Le numérique, c'est un mot valise qui désigne à la fois les outils informatiques qu'on peut utiliser au quotidien dans des situations toujours plus diverses. J'imagine que parmi vous, il y a de bons connaisseurs des cultures du web. J'aurais pu le mettre dans cette introduction. Un mème que j'aime beaucoup montre un adolescent dans les années 80 en train d'appeler ses copains au téléphone, de regarder la télévision. Et puis, la même situation dans les années 2000 avec l'irruption du micro-ordinateur pour tout le monde, du web. Eh bien, c'est la même image d'un adolescent qui est devant son ordinateur pour regarder des séries, devant son ordinateur pour communiquer avec ses copains, devant son ordinateur pour jouer avec des jeux vidéo. Ça montre à quel point on a une vague extrêmement puissante qui a changé notre société en profondeur. Dans les itinéraires que je vous propose ce soir, bien entendu, j'en ai déterminé les points de départ, mais j'espère que la discussion nous permettra d'en envisager des points d'arrivée auxquels je n'ai pas forcément pensé. Ces itinéraires, ils sont, je l'ai dit, issus de réflexions personnelles, issus d'un parcours d'historien de l'informatique, du numérique. On a encore beaucoup de mal à se situer. J'ai fait personnellement partie d'une première génération, en quelque sorte, dans les années 2004-2005, à commencer des travaux doctoraux sur ces sujets, avec un travail qui deviendra une thèse sur le rôle des interfaces homme-machine en France, avec une volonté de faire une place à une historiographie qui est toujours aujourd'hui dominée par les États-Unis. Je n'étais pas seul, je travaillais sous la direction du professeur Pascal Griset, spécialiste des télécoms, avec Valérie Schaffer, qui, elle, travaillait sur les réseaux et continue à travailler sur les réseaux. Mais ce soir, ça n'est pas une conférence autour d'un objet que j'aimerais vous proposer. Je ne vais pas faire l'histoire des interfaces, l'histoire des réseaux, l'histoire du numérique au travail, qui est une autre thématique qui est très intéressante, mais plutôt essayer d'évaluer les conséquences et les influences que le numérique peut avoir sur la discipline que l'on pratique. Tous, j'imagine. Alors peut-être qu'il y a des collègues qui viennent d'autres horizons. On verra que beaucoup des remarques que l'on pourra faire eh bien, concernent aussi les SHS dans leur globalité. Essayer d'apprécier les mutations souterraines de la pratique historienne à l'heure de la numérisation du monde. Donc, positionner notre pratique, notre champ de pratique, essayer d'évaluer quelles sont les conséquences que le numérique peut avoir. Alors, les mutations souterraines, pourquoi souterraines? Bien parce que aujourd'hui, on le sait, il y a des champs qui commencent à se structurer pour envisager l'importance que les outils numériques peuvent avoir sur les disciplines. Alors, on pense aux humanités numériques qui sont extrêmement dynamiques et qui, un peu sur un modèle qui rappelle la grande vague de l'histoire quantitative
qui a connu son apogée dans les années 70, mais l'ordinateur et ses capacités de traitement de l'information, l'ordinateur, ce n'est plus un bête calculateur. Aujourd'hui, il est capable de traiter de l'information au service de l'histoire, au travers de personnalités importantes et de leurs travaux. Aurélien Bérat à Nanterre, Frédéric Claver à l'Université du Luxembourg. Je cite les proches, mais il y en a beaucoup d'autres. Mais aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais examiner, ce sont des mutations à bas bruit sur nos pratiques, des problématiques qui sont émergentes, qui n'ont pas encore le devant de la scène pour elles. Et donc d'inscrire en quelque sorte cette question dans la question plus vaste et qui est déjà un peu ancienne, que fait le numérique à l'histoire? Pour le dire simplement. Alors c'est une vieille question, mais alors méfiez-vous, parce que lorsque un historien du numérique ou une historienne du numérique vous explique qu'on est face à une vieille question, comme nous travaillons dans le champ de l'histoire immédiate, de l'histoire du temps présent, eh bien cette ancienneté est à relativiser. Cette question, elle est posée au début de la décennie 2010 par Jean-Philippe Genet et Andrea Zorzi dans Les historiens et l'informatique, un métier à réinventer, un ouvrage important sur cette question, ou un dossier de la revue d'histoire moderne et contemporaine la même année, intitulé Le métier d'historien à l'ère numérique, nouveaux outils, nouvelle épistémologie, avec dans ces deux cas la question autour du renouvellement épistémologique de nos méthodes sous l'influence de l'ordinateur et des traitements qu'il permet. Encore une fois, essentiellement dans une perspective qui rappelle les grands enjeux de l'histoire quantitative. Moi, je vais vous proposer 3 pistes de réflexion qui concernent des éléments, je pense, tout aussi importants, mais qui ont une influence peut-être un peu plus discrète que ces grands enjeux qui sont travaillés aujourd'hui, qui donnent lieu à des collectifs de travail qui commencent à être bien ancrés dans l'institution. La première, c'est la question de sources nouvelles que le numérique ferait émerger. Je parle devant des collègues, donc il n'est pas nécessaire de rappeler l'importance de la source dans notre travail. C'est peut-être ce qui nous singularise le plus radicalement dans le paysage des sciences sociales, cette obsession de la source, de son traitement qui permet donc d'asseoir le récit historien par la suite. Et je prendrai un exemple que je connais bien, puisque ça a même donné naissance à un livre avec Francesca Musiani, Camille Palloc-Bergès et Valérie Schaffer sur les archives du web, qui commence à se structurer en corpus, que l'on commence à utiliser de plus en plus régulièrement dans les travaux et qui, vous le verrez, pose un certain nombre de problèmes de méthodologie, de redéfinition de ce que l'on peut attendre de la méthodologie historienne. Deuxième itinéraire de réflexion, et c'est une sorte de pot pourri, c'est l'avantage. On a le droit, comme ça, à un peu moins d'homogénéité lorsqu'on fait une conférence conclusive ou prospective, selon que l'on soit plutôt pessimiste ou optimiste, ou que l'on adopte un regard plutôt que l'autre. Eh bien, c'est la question des écritures du savoir historien. Aujourd'hui, nous sommes dans une période où le numérique, prenons la focale la plus large, a considérablement changé les conditions de production de l'écrit. Et bien entendu, l'écrit historien est affecté par ces nouvelles manières d'écrire, de se documenter, mais plus fondamentalement de structurer les connaissances personnelles. Les anglo-saxons, ils ont cette expression qui est très parlante de personal knowledge, la connaissance personnelle qui nous permet ensuite de structurer un écrit historien. Et on verra que c'est un enjeu qui, pour le coup, lui, est vraiment un enjeu à bas bruit, mais qui peut considérablement changer la manière dont fonctionne la discipline. Enfin, et j'aborderai cette troisième piste de réflexion en souvenir de l'enseignant du secondaire que j'ai été, bien que brièvement, c'est la question de la place de l'historien et peut-être plus spécifiquement encore du professeur d'histoire face à cette déferlante, alors que les médias soulignent jusqu'à plus soif des vérités alternatives, des fake news, en essayant de montrer, et cela pour terminer sur une note positive, que cette pratique historienne, elle est aujourd'hui fondamentale dans l'établissement d'une éducation collective à la compréhension de ce qu'est la vérité, à la manière de se documenter
et donc à la manière de se situer en tant qu'individu dans ce paysage mouvant, incertain, qui est parfois manipulé par les fausses nouvelles, qui peut être utilisé comme une traduction française de fake news, dont on nous rebat les oreilles. Donc voilà la proposition d'itinéraire, ce pot pourri pour cette conférence d'ouverture. Je vais me convertir à l'optimisme pour les mois et les années qui viennent, mais encore une fois, ces mutations, elles sont déjà en cours. Je vous propose de commencer par cette question des nouvelles archives pour l'histoire du temps présent, avec ces archives numériques qui apparaissent et dont eh bien, de plus en plus de travaux d'histoire du temps présent commencent à utiliser, tout simplement parce qu'elles sont extraordinairement utiles dans un grand nombre de sujets différents et parce qu'elles sont également rendues disponibles, avec néanmoins des difficultés pour en opérer le traitement, comme nous allons le voir, parce que leur nature même d'objets numériques les distingue des archives plus traditionnelles que nous avons l'habitude d'utiliser et que nous allons continuer, bien entendu, à utiliser, que sont les archives papier. Et c'est la raison de la présence de cette très très belle illustration de Tom Gallet, une sorte de rappel de l'aspect un peu nébuleux que parfois peuvent prendre ces archives numériques. En particulier, ce sera mon exemple, parce que je le maîtrise également bien mieux que les autres, les archives du web. Alors, l'enjeu de la constitution des traces numériques, c'est un enjeu qui est ancien. À partir du moment où il y a eu une activité numérique, il y a eu la constitution d'archives. Alors, je ne vais pas refaire une histoire de l'informatique, mais dès que le support informatique est né, on a eu, au sens de l'historien, la création d'archives, puisqu'on a conservé une partie de ces supports, même si, à mesure que l'on remonte dans le temps, ces traces sont de plus en plus rares. Mais c'est véritablement au tournant des années 2000, à un moment où il faut s'en souvenir, le web devient une réalité tangible dans le quotidien du grand public en Occident. On prend toujours cet exemple pour la France, le moment où le web va vraiment décaler. Et là, je laisse de côté une autre de mes marottes, l'histoire du Minitel. C'est 1999 avec l'apparition des premiers abonnements qui sont des abonnements qui ne vous facturent plus la connexion à la minute, ce qui engendre une grande liberté de consultation pour les internautes. Donc, on est là à l'orée des années 2000, le web devient quelque chose qui est de plus en plus massivement utilisé au travail, à la maison. Et c'est à ce moment-là, c'est dans ce mouvement qu'on commence à réfléchir sur les traces que l'on va garder de ces activités en ligne. Alors, d'abord, des activités les plus évidentes, la production des sites. Et on est encore à une époque où l'essentiel de ce qu'on trouve sur le web, ce sont des sites. Vous savez qu'aujourd'hui, ça a considérablement changé. Il y a toujours des sites, mais l'exemple de cette conférence le prouve. On a aussi d'autres objets numériques. Facebook n'est pas un site à proprement parler. Il est beaucoup plus dur d'aller récupérer des traces sur ces plateformes. Et c'est dans ce mouvement donc qu'on commence à s'interroger sur le patrimoine numérique et qu'on trouve dans la charte sur le patrimoine numérique de l'UNESCO de 2003 une expression extrêmement intéressante, celle de sources nativement numériques. On commence à se poser la question de comment conserver et mettre à disposition des générations futures des sources qui sont nativement numériques. Alors pourquoi nativement numériques ? Parce que, vous le savez probablement, dans les sources numériques ou les archives numériques, il y a deux grandes catégories selon l'origine, en quelque sorte, de l'objet. Il y a les archives qui sont numérisées. Un livre que l'on va scanner et mettre à disposition, c'est une archive qui est numérisée. La BNF le fait depuis très longtemps. Les premières numérisations à la BNF, c'est 1992, avec des problématiques qui sont propres à ce type d'objets numériques, la numérisation, la reconnaissance de caractères qui vous permet éventuellement de faire une recherche à l'intérieur des corpus, comment est-ce qu'on traite l'écriture manuscrite, comment est-ce qu'on gère les volumes extrêmement importants
de documents qui sont produits avant l'ère numérique et qu'il faut donc numériser. Vous savez qu'en la matière, Google, le géant, a mené des chantiers de numérisation massifs sur ce point. Donc ça, c'est la première catégorie. Ce sont des archives qui sont numérisées. Et puis, il y a des archives qui sont nativement numériques, c'est-à-dire qui n'ont pas eu d'existence comme document avant d'être numérique. Un site web, si vous faites un site personnel, c'est une archive qui est nativement numérique. C'est un objet qui est nativement numérique et lorsque l'objet gagnera son statut d'archive, peut-être parce que vous aurez arrêté de le mettre à jour ou qu'une période plus ou moins longue aura passé, eh bien, cela deviendra une source nativement numérique. Cette angoisse de la perte et de la constitution d'un patrimoine numérique, eh bien, des solutions vont être apportées à ce problème. En 1996, donc de manière extrêmement précoce, Brewster Kahle, qui est un entrepreneur américain que certains connaissent, je m'en doute, va jouer un rôle de mécène extrêmement important en mettant en place une fondation, la fondation Internet Archive, qui va avoir comme objectif de sauvegarder ce patrimoine en sauvegardant le web, tout simplement, ce qui est une entreprise qui revient à vider la mer à la petite cuillère, mais qui aujourd'hui permet, grâce à la Wayback Machine, qui est accessible en ligne sur Internet pour toutes et tous, d'aller consulter des versions antérieures d'un site web qui a disparu ou non. Avec cette idée que ces archives nativement numériques, il faut trouver un moyen de les patrimonialiser, de les mettre à disposition de celles et ceux qui veulent éventuellement, soit par nostalgie, soit parce qu'ils ont un besoin particulier, y avoir recours. Alors, malheureusement, Brewster Kahle n'avait pas en tête en premier lieu les historiens. Et aujourd'hui, les usages d'Internet Archive qui font le plus de bruit médiatiquement parlant, ce sont les usages liés à la justice qui permettent d'aller chercher des preuves dans des états antérieurs d'un site web dans le cadre d'une procédure. Mais pour les historiens du temps présent, c'est une ressource qui est assez extraordinaire et qui permet donc de remonter en quelque sorte dans le temps, c'est l'argument un peu publicitaire qu'utilise Internet Archive, jusqu'au milieu de la décennie 1990, à un moment où le web balbutie et où on a des sites qui ont été archivés. En France, les deux institutions qui ont en charge cette patrimonialisation du numérique, depuis la loi DAPSI, on ne sait jamais comment il faut le dire, DAPSI de 2006, c'est l'INA et la BNF. Alors, dans le cadre d'une double responsabilité très franco-française, la BNF va assumer le dépôt légal du web au titre du dépôt légal qui s'étend au texte numérique, et l'INA va avoir comme rôle la sauvegarde de ce patrimoine numérique dans le périmètre des médias, sites de chaînes, etc., etc. Et ces archives sont donc, pour la France, bien, consultables dans les emprises de la BNF et de l'INA et peuvent donc être utilisées. Alors, bon, après ce premier constat, vous me direz, ben, c'est formidable, ces archives du web, elles sont utilisables, courons à l'INA, courons à la BNF et allons consulter ces archives. Avant, jetez un coup d'œil à l'ouvrage que j'ai déjà cité, dont vous avez la couverture sous les yeux, bien qu'elle ne soit pas d'une définition très bonne, qu'on a coécrit avec Francesca, Camille et Valérie sur qu'est-ce qu'une archive du web, comment est-ce qu'on peut l'utiliser. C'est en plus un livre que vous pouvez trouver en ligne, puisqu'on a décidé de le sortir chez Open Edition pour qu'il soit librement consultable. Et ceci fait, vous vous rendrez compte, et il vaut mieux s'en rendre compte avant d'être au contact de ces archives, qu'il y a un certain nombre de problèmes qui se posent, qui sont liés à la nature numérique de ce patrimoine. Alors, quels sont ces problèmes? On a affaire, avec les archives numériques, à un changement radical de constitution du temps au cœur de l'archive. On a au cœur de l'archive numérique une multitude de plis. On va voir concrètement comment est-ce que ça fonctionne, qui donne à voir un temps désarticulé.
On va faire ensemble, alors c'est très théorique parce que ce sera fait à partir de captures que je suis allé récupérer, une recherche sur la page du quotidien Le Figaro en date du 7 décembre 98. J'ai pris un exemple relativement ancien parce qu'il est très simple. Vous allez le voir, c'est même un peu aride, mais c'est un exemple qu'on peut étendre à d'autres sujets. Si vous allez sur Internet Archive et que vous utilisez la Wayback Machine, vous allez pouvoir faire une recherche et accéder. Je ne sais pas si on voit mon pointeur de souris. Je vais faire comme si. À des états antérieurs de ces archives du web, ici le 7 décembre 1998, qui vous donne accès à la front page, à la première page du site du Figaro à cette date. Vous avez une frise chronologique dans l'interface de la Wayback Machine qui vient se superposer à l'archive, qui vous montre où vous êtes situé dans la chronologie des captations qui ont été réalisées du site du Figaro de grosso modo 96, mais il n'y en a pas enfin, il y a une capture en 96 jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, vous avez la présentation de cette première page. C'est vrai pour la première page, ça serait vrai pour les pages internes du site. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais parfois, il y a des pages qui manquent parce que l'automatisation de la captation n'est pas allée jusqu'aux pages intérieures du site à la date considérée. Restons sur la première page. On a des ressources qui manquent. Vous êtes peut-être déjà habitué à ces icônes de points d'interrogation qui soulignent l'absence d'images sur une page web. Mais néanmoins, il y a des données qui sont exploitables. Vous avez un lien vers Musexpo, le guide des musées des expositions, qui intéressera toutes celles et tous ceux qui s'intéressent à la mise en place d'un espace en ligne pour l'art, avec cette image qui sert de bouton, qui vous permet d'aller ensuite rebondir sur un autre site. Donc, vous le voyez presque naturellement, parce que c'est notre tendance, on peut commencer un commentaire de cette source comme on le ferait avec n'importe laquelle des sources papier à vue de nez qu'on pourrait avoir sous les yeux. Et on se dit, c'est formidable, cet outil nous permet d'avoir, de la même manière qu'on aurait le quotidien papier dans les archives de presse, les archives du site. Sauf que la situation est plus compliquée que ça. Pourquoi elle est plus compliquée que ça? Parce que si on s'amuse à utiliser un outil qui est apparu il y a peu de temps sur la Wayback Machine et qui est tout à fait intéressant, les timestamps, les indicateurs de temps, on va le traduire comme ça, que vous ouvrez dans l'interface de la Wayback Machine qui est toujours superposée au-dessus de votre première page de site de quotidien, vous allez avoir la mention de l'ensemble des ressources qui constituent la page. Vous le savez, une page web, c'est constitué par des images, éventuellement des gifs animés, du texte, des liens hypertextes, et vous allez constater qu'il y a des ressources qui ont été capturées par le robot chargé d'archiver les pages jusqu'à 3 ans et 11 mois après la date de capture de la page, ou jusqu'à 6 mois et 15 jours avant la date de capture de la page archivée. Vous allez me dire, mais alors, ça veut dire qu'on a une page qui est capturée le 7 décembre 1998 et dont les éléments constitutifs ne datent pas du 7 décembre 1998. Eh bien, vous aurez raison. Et pourquoi? Parce que devant la tâche immense qui est celle que Brewster Kalle a voulu tenter de remplir, archiver le web, il a dû trouver des astuces techniques pour diminuer ce qui constitue l'enjeu principal de cette tâche, le poids de ces sauvegardes, de plusieurs centaines de milliers de gigas à terme, en faisant quelque chose qui est assez classique dans les processus de compression informatique, se dire les ressources que je vais archiver, lorsqu'elles sont utilisées plusieurs fois dans plusieurs pages, je ne vais les stocker qu'une seule fois. Et le robot, à tort ou à raison, va considérer qu'un certain nombre d'images présentes sur cette première page, essentiellement du fait du nom qu'il porte, nom qui a été donné par l'entreprise chargée de réaliser cette page du Figaro, existent à d'autres endroits et qu'il ne faut en conserver qu'une seule version. Ce qui va poser un problème très important. Nous ne sommes pas certains
que les différents éléments constitutifs de cette page d'archives soient les bons. Le robot a très bien pu aller prendre soit des ressources plus tard, soit des ressources plus tôt. Et rien ne nous dit que parce que les ressources portent le même nom, vous voyez qu'on a des noms qui sont tout à fait communs, logo gauche, qu'on ait bien affaire au même logo. Ce qui va poser un problème de désarticulation des ressources sur le plan temporel qui sont accessibles dans les archives du web. Avec un exemple alors, qui nous avait particulièrement marqué avec Valérie Schaffer lorsqu'on avait commencé à travailler sur les archives du web, des exemples d'utilisation fautive de ressources postérieures à la page que l'on est en train de consulter et dont nous nous étions rendus compte avant que les timestamps soient mis en place, avec des incohérences dans l'utilisation des images. Au moment des attentats terroristes sur Paris, le site du CNRS avait changé son logo qui est d'habitude dans des teintes bleues, il avait drapé de noir, logo que l'on retrouvait dans les archives du web avant la date des attentats, puisque le système avait considéré que le logo qui portait le même nom était bien celui-là et qu'on pouvait l'utiliser à des dates antérieures. Ce qui va donc poser cette problématique de la désarticulation du temps que l'on a dans ces ressources, avec, j'ai fait une prise chronologique, hein, quand on est enseignant d'histoire, malheureusement on ne se change pas, c'est que la nature est forte sur ce plan-là, j'ai fait une frise, tout simplement, avec un espace de consultation par le système et d'archivage des ressources qui repose sur 3 temps, la capture d'une ressource A, la capture d'une page à un autre moment et la capture d'une ressource B postérieure et la mise en quelque sorte en rapport au sein d'une même page présentée dans les archives du web qui va vous mettre sur le même plan temporaire ces 3 éléments au moment où, ultérieurement, vous allez consulter cette page. Donc, des conditions, vous le voyez, de consultation, des conditions méthodologiques de rapport à ces pages web dans le cadre des archives qui posent des problèmes qui sont assez aigus pour travailler. Moi qui suis en partie un historien de l'image, parce qu'un historien de l'interactivité, je ne le cache pas, j'avais été extrêmement excité par la perspective d'avoir accès aux archives du web, fondant des espoirs un peu naïfs sur la capacité que ces archives auraient de me donner une vision de l'évolution des outils de navigation sur le web depuis le milieu des années 90. Et bien, force est de constater que c'est en fait beaucoup plus compliqué que cela. Premier enjeu dans la constitution de ces masses d'archives, une vaste désarticulation des temps qui va très probablement devoir aiguiller l'historien vers la mise en œuvre de nouvelles méthodologies de travail. Deuxième itinéraire, j'avance parce que j'ai essayé de tenir mon temps, puis de laisser un peu de place à la discussion, c'est toujours intéressant. Les nouveaux horizons d'écriture du savoir historien, toujours illustré par Tom Gallet, bien entendu, avec cette question des évolutions de notre rapport au savoir. Alors, la question de l'ordre matériel de l'écrit savant, c'est une vieille question également qui a été soulevée à de multiples reprises. J'ai fait un pot pourri, là encore, d'ouvrages sur la question avec Françoise Vaquet et son ouvrage monumental « L'ordre matériel du savoir », comment les savants travaillent, 16e, 21e siècle, le travail d'égo-histoire d'Étienne Hanheim sur le travail de l'histoire, et puis cet ouvrage peut-être un peu moins connu, mais tout à fait intéressant, notamment pour les étudiants, les chercheurs qui ont les mains dans le cambouis, l'histoire de la fiche érudite de Jean-François Berthe sur cet objet tout à fait anecdotique aux yeux de certains, alors que c'est très important, l'affiche, comment est-ce qu'elle structure une certaine vision de la science et une certaine vision des objets de la science au travers des âges. Donc cette question de l'ordre matériel de l'écrit savant, c'est une question qui est très ancienne, qui va bizarrement rester très périphérique dans les préoccupations des historiens de la discipline, des collègues qui s'intéressent à l'épistémologie, peut-être parce que relevant assez
nettement de l'intime du travail du chercheur. Pourtant, on le sait, les conditions d'écriture, de gestion de sa documentation ont considérablement changé au cours du temps. J'ai en charge à Paris un cours sur l'épistémologie de la discipline et je consacre une séance sur cet ancrage matériel de la conception de l'histoire et on voit à quel point les choses ont changé entre les cahiers de Michelet qui étaient écrits de manière très linéaire et qui comportaient déjà quasiment le plan de l'ouvrage à venir en passant par les milliers de fiches de Marc Bloch qui lui permettaient de recomposer des dossiers thématiques en travaillant jusqu'aux Zettelkasten de Niklas Luhmann, que certains connaissent probablement, cette espèce de gestion documentaire. Je vous en montrerai un exemple, toujours sur la base de la fiche, mais avec une forme très particulière qui essayait en quelque sorte de faire la synthèse entre les deux tendances, c'est-à-dire à la fois d'avoir quelque chose qui assez rapidement donnait une forme utilisable, un peu sur le modèle du cahier micheletien, et puis en conservant la fiche, c'est quand même bien pratique lorsque vous voulez distribuer du savoir, faire des dossiers thématiques, changer d'organisation au fil du temps. Là encore, le numérique va changer considérablement la donne. L'ordre matériel du savoir, au sens le plus rugueux du terme, va être bouleversé et on le comprend toutes et tous très bien. Gérer des documentations de plusieurs milliers de pages avec un ancrage matériel au sens le plus prosaïque du terme, c'est-à-dire avec des pages et une écriture manuscrite que l'on ne peut pas dupliquer facilement, ça n'a rien à voir avec la gestion documentaire sur un ordinateur, qui va, dès les débuts de l'informatique, créer des attentes et un optimisme très important. Article très souvent cité, mais important, le As We May Think de Van Warbush, dont vous avez ici la reproduction de l'édition de 1945, publiée dans The Atlantic Monthly, décrit une machine que Van Warbush imagine, qui n'est pas numérique, qui est électromécanique. J'en ai mis un schéma qui était présent dans l'article, qui permettrait de gérer des microfilms de manière automatisée pour gérer de la connaissance et de la documentation. Van Warbush, comme beaucoup de savants avant lui, constatant un peu amer que les volumes de documentation à gérer sont de plus en plus importants, que la gestion même de la documentation prend de plus en plus de temps au détriment de la réflexion et qu'il faut se faire aider par la machine. C'est pas le premier à réfléchir sur ces questions. Bien avant le numérique, on pourrait citer le projet du Mundaneum, l'Institut international de bibliographie en Belgique de Paul Hotelet, ou toutes les innovations médiévales autour du texte, Marginalia et Tutti Quanti. Mais on a donc cette angoisse de la gestion documentaire et on cherche des solutions. Quand le numérique va apparaître, il y a de nouveaux outils qui vont apparaître dans le même temps et probablement que le plus signifiant, celui qui a l'impact le plus important encore aujourd'hui, c'est l'hypertexte, qui est théorisé par un jeune sociologue au milieu des années 60, Ted Nelson, dans Xanadu, un logiciel qui aurait dû permettre de gérer ici je vous montre un schéma dessiné par Ted Nelson sur la manière dont son système aurait dû fonctionner. C'est un système qui n'aura jamais vu le jour. Je pense que Ted Nelson, il mériterait d'être aussi célèbre pour sa capacité à la procrastination que pour ses avancées théoriques, avec cette idée qu'un texte pourrait renvoyer au travers de ces éléments à d'autres éléments présents dans d'autres textes. L'hypertexte, c'est une logique qui aujourd'hui nous est parfaitement commune, que l'on utilise sur Internet. Il suffit de cliquer sur un lien pour se retrouver sur une autre page, puis de recliquer sur un autre lien, puis d'aller vers encore une autre page. Et on a comme cela une navigation au sein d'un réseau de pages qui sont interreliées entre elles par ces liens hypertextes. Ce concept, il est produit, il est théorisé par Ted Nelson au milieu des années 60 avec un objectif qui est analogue à celui de Van Warbush, qui est de pouvoir gérer une documentation complexe, massive, de la manière la plus rationnelle possible.
Donc, on le voit, cette question de la documentation scientifique et à l'intérieur de cette thématique de la documentation scientifique, de la documentation de l'historien, c'est un ensemble d'attentes dans la longue durée qui se cristallisent dans des contextes techniques. Alors, on l'a vu, le numérique fait naître des attentes et force est de constater que sa généralisation va donner à voir la naissance d'outils qui changent notre rapport à particulièrement cette phase intermédiaire que j'ai symbolisée ici, toujours avec cette frise chronologique, vous excuserez mes obsessions personnelles, qui est la phase de documentation. Le moment entre la consultation des sources pour nous historiens, le déplacement dans le fond d'archives, si on a à se déplacer, et la rédaction, qui est cette zone grise qu'on peut nommer documentation, où il faut structurer un premier ordre de la connaissance avant véritablement de produire ce qui constituera le récit historien. L'ère numérique et ses outils vont nous pousser à aller vers deux régimes documentaires qui sont relativement nouveaux. Alors, que j'ai baptisé de manière un peu prosaïque du fait de ce qu'ils permettent de faire et de la forme qu'ils adoptent, un régime documentaire de la lampe torche et un régime documentaire du labyrinthe. Le régime documentaire de la lampe torche, c'est l'ensemble des possibilités, je vais y revenir immédiatement après, qui nous sont données par la recherche plein texte. Le fait, et je vais prendre un exemple très simple, que vous puissiez chercher un mot sur l'entièreté de la documentation qui est présente sur votre disque dur, c'est une recherche plein texte. Dans des âges moins avancés de l'informatique, il n'y avait parfois pas de recherche sur le contenu des fichiers, il fallait faire uniquement une recherche sur les noms de fichiers. C'est une recherche de lampe torche parce que, comme avec une lampe torche, on peut diriger très rapidement son faisceau vers les éléments que l'on recherche, comme lorsque l'on se déplace dans la nuit et qu'avec la lampe torche, on essaye de pointer en différents endroits pour se faire une idée de l'environnement global dans lequel on est. La logique du labyrinthe, c'est une logique qui était déjà présente chez Niklas Luhmann, chez Marc Bloch, c'est l'utilisation de l'atomisation d'éléments d'information, les petites fiches, de plus en plus petites. Si parmi vous, il y en a qui ignorent le fonctionnement du Zettelkasten de Niklas Luhmann, allez voir en ligne, c'est absolument fascinant, hein, avec du papier, des petites fiches, ce que l'on peut faire pour essayer de mieux structurer sa connaissance. Aujourd'hui, ressuscité par la possibilité de lier l'information par des liens hypertextes. Et c'est pour cette raison que dans la chronologie de haut en bas de ces régimes documentaires, qui commencent avec la copie et la citation, grâce aux fiches, support essentiel, on l'a vu, et qui constituent des labyrinthes de papier, au sein desquels l'enjeu est de se repérer, de ne pas perdre la mémoire d'une information que l'on a copiée ou que l'on a citée qui serait présente, et dont le principal artefact qui répond, ou en tout cas celui qui est allé le plus loin, c'est le Zettelkasten de Niklas Luhmann, avec des liens théoriques entre des fiches, parce qu'on numérote les fiches et que les numéros se suivent, et que lorsqu'on a commencé à prendre des notes sur le sujet des archives du web, dès qu'on prend d'autres notes sur les archives du web, on utilise des numéros séquentiels qui se suivent pour pouvoir retrouver les fiches les unes après les autres. C'est un peu compliqué de le décrire rapidement comme ça. Allez voir si ça vous intéresse. Il y a beaucoup de pages aujourd'hui en ligne qui relatent cela. Il y a beaucoup de jeunes chercheurs qui essayent de s'imprégner de cette logique pour gérer différemment leur documentation, hein, au travers de ce que Arthur Perret, qui est en train de réaliser une thèse, appelle la documentation personnelle réticulaire, hein, la logique du filet. Avant qu'on passe à une ère différente de la duplication grâce aux photographies, à la photocopie. Alors, les différents régimes documentaires ne s'annulent pas les uns les autres, hein, ils s'ajoutent plutôt, hein, avec la photographie, c'est un bouleversement énorme pour les historiens, hein, la possibilité d'aller 3 jours aux archives, de revenir avec 4500 clichés et de se dire je traiterai plus tard, ce qui va être un piège sous certains aspects. C'est un changement très important. La mise en place des bases de référence bibliographiques également, d'abord sous format papier dans les grandes bibliothèques européennes, nord-américaines, et des objets comme cette base de données que Lévi-Strauss avait commandée des États-Unis, hein, les Human Relations Area Files, qui
sont un ensemble d'articles scientifiques en ethnologie, anthropologie, qui sont, vous le voyez, codés avec un ensemble de codes numériques qui vous permettent d'avoir accès à un index, non pas d'un livre, mais de l'ensemble des articles qui sont stockés dans les Human Relations Area Files. Donc, cette idée de gérer, de créer un réseau de connaissances sur la base de la duplication, puisque ces articles sont dupliqués. Vous avez plusieurs grandes bases avec ces fonds d'articles qui existent dans différents points du globe. Avec le numérique, avec essentiellement la micro-informatique dans les années 80 et 90, eh bien, on passe à nos deux régimes documentaires que j'ai déjà esquissés, le régime de la lampe torche et celui des labyrinthes numériques. Le régime de la lampe torche, il va s'appuyer sur une innovation qui, à mon sens, fait partie de ces innovations dont on a encore du mal à apprécier l'importance, c'est le traitement de texte. Le traitement de texte sur micro-ordinateur qui va permettre de générer de manière extrêmement fluide une masse de textes personnellement, qui sont modifiables à l'envi et au sein desquels on peut opérer, une fois que la recherche plein texte est permise, absolument toutes les recherches que l'on veut, vraiment sur le modèle d'une lampe torche qui nous permettrait d'éclairer des éléments plutôt que d'autres. À cela, il faut ajouter la mise en place, vous les utilisez probablement quotidiennement, des grandes bases de données bibliographiques en ligne, avec cette logique de recherche au sein de la masse océanique de la connaissance scientifique, grâce à cette recherche full texte, et comme support nos ordinateurs sur lesquels on concentre dans cette phase de documentation dont j'avais décrit la temporalité comme intermédiaire entre la consultation des matériaux, les sources, les archives et la rédaction du texte, le moment où il faut organiser le savoir, lui donner une première forme qui est cristallisée sur le disque dur de nos ordinateurs. Et puis, dernière logique, qui est, là encore, c'est une histoire de pli, on revient à la notion de pli chez Derrida, l'histoire, elle est spiralaire, elle rejoue les mêmes enjeux à différents moments, sont les labyrinthes numériques, avec un changement d'outils, non plus des traitements de texte, mais des processeurs de texte, des liens hypertextes, c'est-à-dire des outils qui permettent d'agir beaucoup plus sur la forme qu'on donne à l'information que sur sa forme, je dirais, typographique. La grande innovation du traitement de texte, c'est de vous permettre de changer les polices, de mettre du gras, de passer en casse-grasse, d'ajouter des images. Le processeur de texte, qui travaille souvent sur du texte brut, l'intérêt, c'est qu'il y a un langage que vous pouvez utiliser dans le cadre de ce processeur de texte. On pense au Markdown, au Multi-Markdown, tous ces nouveaux langages qui sont apparus en lien avec le web, qui permettent de créer des liens hypertextes entre les fichiers, qui permettent d'atomiser ce rapport à la connaissance pour faire émerger des logiques qui sont sémantiques et structurelles. Au travers d'un marché, et aujourd'hui il est très riche, si vous commencez à vous intéresser à ce sujet, vous verrez qu'il y a un très grand nombre d'applications de gestion informationnelle personnelle, des bases de données qui sont freeform, c'est-à-dire qui ne vous imposent pas de fonctionner comme avec une base de données traditionnelle, en créant des champs, en ayant plutôt une fluidité d'utilisation, et le retour du Zettelkasten, qui est pour moi quand même une des grandes ironies de cette histoire un peu spiralaire, cet outil qui donne une impression de ringardise absolue avec ces milliers de fiches que Niklas Luhmann essayait de relier entre elles avec son petit stylo et sa machine à écrire, deviennent une des bases de réflexion pour une meilleure gestion de la documentation personnelle aujourd'hui, grâce à l'irruption de ces applications, de ces logiciels. Alors, pour conclure sur cette partie, et j'espère que cela ne vous décevra pas, mais j'ai réalisé là une description qui mériterait d'être affinée, parce que les conséquences sur notre manière d'écrire les sciences humaines, mais pas uniquement les sciences humaines, d'écrire tout court, eh bien, on a encore du mal à les apprécier. Or, on l'a vu avec le recul que l'on peut avoir sur les époques précédentes, la complexification de la science historique sensible au travers du passage de l'écriture linéaire d'un Michelet vers l'utilisation de la fiche chez un Marc Bloch, eh bien, c'est extrêmement important. Et
il nous reste à découvrir, et je rejoins Pierre, on est bien sur une conférence d'ouverture, les conséquences qui seront celles de ces changements de régime documentaire qui, dès aujourd'hui, changent notre manière de produire le savoir historien. Alors, j'ai été trop long comme d'habitude, mais je vais quand même dire 2 mots de la dernière partie avec ces espérances que l'on peut fonder sur l'actualité de nos pratiques et le rôle que nous pouvons continuer à jouer dans la cité avec ce 3e itinéraire de réflexion autour de la vérité alternative et du rôle de l'historien dans une situation numérique incertaine. Aujourd'hui, eh bien, force est de constater que l'on est dans une situation en matière d'information notamment, où les grands médias nous expliquent jusqu'à plus soif que nous sommes passés à l'ère de la post-vérité. En 2016, c'était le terme de l'année pour le magazine Times, que les fake news règnent en maître sur nos réseaux sociaux et qu'il est donc très difficile de continuer à avoir une réflexion collective ou personnelle qui soit juste et que l'on est chahuté par ces influences souvent malignes dans le cadre de ces réseaux sociaux notamment qui semblent être à l'origine de tous les maux. C'est intéressant parce que ces analyses, elles constituent une véritable myopie de ces solutionnistes techniques. Le solutionnisme technique, c'est un terme qu'on doit à Yevgeny Morozov, analyste aiguë de nos sociétés numériques et qui explique qu'aujourd'hui, une tendance qu'ont certains est de croire que la technique apporte des solutions à tout. Or, ça n'est pas le cas. Mais il y a également le pendant, c'est de croire que la technique est à l'origine également de tous nos maux. Et dans la problématique des fake news, de la post-vérité, eh bien, ce serait la technique avec l'horizontalité des réseaux sociaux, la viralité, la circulation de l'information, notre souci d'immédiateté dans la constitution de nos connaissances qui serait à l'origine de ces faiblesses qui nous permettraient d'être manipulés. Alors, j'avais écrit il y a quelques années un article qui avait été repris sur le blog binaire du journal Le Monde sur cette réaction un peu épidermique qu'on peut avoir en tant qu'historien, en soulignant d'abord que la post-vérité, les fausses nouvelles, c'est quelque chose qui est très ancien et que déjà les remettre dans un contexte de longue durée permet de ne pas céder à cette panique morale qui ferait de ces fake news une sorte de mal absolu. Les Mazarinades, les pamphlets contre Marie-Antoinette, des exemples que j'utilisais pour montrer à quel point c'est quelque chose dont on a l'habitude lorsque l'on connaît un peu l'histoire. L'autre point qui est intéressant et qui permet vraiment de réhabiliter notre rôle, et là je suis plutôt sur le versant de l'enseignement de l'histoire, c'est de comprendre et de faire comprendre dans le sillage des travaux d'Arendt qu'il y a une fausse alternative entre vérité et opinion. Arendt, vous le savez, avait déjà souligné à quel point il est faux de croire qu'une démocratie qui fonctionne bien est une démocratie où règne la vérité. Et elle avait à maintes reprises montré et souligné que pour vaincre ses adversaires en démocratie, il faut parfois plus s'appuyer sur l'opinion que sur le fait, sur le ressenti plutôt que sur la vérité. Et c'est déjà un début d'analyse qui nous permet de sortir la tête de l'eau en soulignant à quel point cette dénonciation des fake news, cette dénonciation de la vérité alternative, c'est peut-être d'abord une obsession dommageable pour la vérité. Une quête impossible à achever d'une vérité pure et parfaite, d'un exposé de faits, encore un terme qui est extrêmement problématique pour un historien. Où sont-ils les faits? Est-ce que les énoncer, ce n'est pas déjà en partie les construire, une espèce d'obsession pour une vérité qui serait introuvable? Dans la vérité alternative, et je terminerai là-dessus avant de laisser la parole, deux
manière de se comporter qui me semble de salubrité publique, c'est d'abord de comprendre que la technique n'est qu'un biais, et on a vu que toute cette obsession autour des réseaux sociaux n'est pas forcément justifiée, qu'il y a également à prendre en compte des éléments qui relèvent de notre culture, de la politique, et que la technique ne nous gouverne pas entièrement. Et que, pour terminer sur une note un peu paradoxale, mais néanmoins optimiste, parce que ça relève de nos compétences, dans la vérité alternative, ce qui est le plus dangereux, ça n'est pas l'alternative, c'est la recherche un peu obsessionnelle de la vérité. Et l'histoire nous montre à quel point la nuance, la prise en compte du contexte, la mise en place d'une démarche critique repose plutôt sur l'alternative qu'il faudrait jouer contre la vérité plutôt que sur l'établissement de faits dans un granit indestructible que l'on ne trouvera pas et qui ne permettront pas, dans ce contexte de circulation de l'information, de nouveaux paysages médiatiques, qui peut tout à fait être considéré comme bénéfique également, et qu'il faut tout simplement réapprendre la mesure, la critique, la capacité de dire « je ne sais pas, nous verrons plus tard », et que dans ce cadre-là, eh bien, moi je crois que notre discipline, en dehors de toutes ces mutations créées par le numérique, est quelque chose qui permet d'armer le citoyen, l'élève, et l'élève est destiné à devenir un citoyen, pour mieux se situer dans cette espèce de jungle informationnelle que l'on nous décrit comme impénétrable, mais qui peut être en partie rationalisée. Voilà, donc trois éléments pour lancer la discussion. J'espère ne pas avoir été trop long, et si c'est le cas, je m'en excuse. Eh bien, merci beaucoup pour cet exposé très riche, très intéressant pour les historiens et les non-historiens, même puisque c'était une partie sur l'histoire du numérique. C'est toujours bon à prendre. 3 solutions si vous voulez poser des questions. Les 2 premières sont si vous êtes sur Zoom. Donc, soit vous avez accès à un micro, vous me faites signe et je vous donne accès au micro. Soit vous n'avez pas accès à un micro et vous le mettez dans le chat. Si jamais vous êtes sur Facebook en direct, vous pouvez en commentaire mettre votre question et je me ferai un plaisir de la dire à Benjamin Thierry. Vous êtes un peu plus nombreux sur Facebook que sur... Je vais poser une première question pour commencer. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus facile d'être historien? Je vais avoir du mal à répondre parce que je ne l'ai pas été hier. Donc, je n'ai pas vraiment d'éléments de comparaison. Mais néanmoins, c'est une question qui est intéressante parce qu'elle permet de commencer à mesurer les changements extrêmement importants que je soulignais notamment dans la deuxième partie, qui ont affecté la profession en 25 ou 30 ans. Moi, quelque chose qui m'a toujours frappé, c'est à quel point on est au quotidien historien aujourd'hui complètement différemment de... Alors, complètement, non, mais en grande partie différemment de nos aînés. Je me souviens d'un de mes vieux maîtres qui m'expliquait comment il avait rédigé sa thèse avec une machine à écrire dont il devait changer les marguerites parce qu'elle comportait des mots en grec et en syriaque et que ça avait été une horreur et qu'il était toujours émerveillé de voir ce que le traitement de texte lui permettait de faire. Je pense néanmoins, parce que en bon historien, je suis un homme du juste milieu, que toutes ces facilitations s'accompagnent de nouveaux enjeux. Et qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple d'écrire, c'est beaucoup plus simple de modifier un texte, c'est beaucoup plus simple de s'orienter dans sa documentation personnelle. Mais par contre, le volume des informations qui nous sont ouvertes, on peut prendre l'exemple des articles scientifiques qui nous sont accessibles et qu'on a tous consultés pendant le confinement parce qu'on n'avait plus que ça, la masse est océanique. Et ça pose des problèmes d'orientation. On le voit bien quand on forme les plus jeunes à la recherche en master, qu'il y a des enjeux qui sont assez nouveaux. Donc, c'est un peu facile et c'est un peu une pirouette intellectuelle, mais je n'ai pas l'impression que ce soit plus simple. C'est très différent. Ok. Eh bien, merci. Je pensais aussi surtout au fait que les thèses en fait duraient beaucoup moins longtemps et comme tu l'as dit avec les photos, c'est vrai que c'est plus simple. J'ai une question sur Facebook de Louis qui demande est-ce que tu peux expliquer un peu
plus le point de vue de Arendt sur la tension entre opinion et vérité? Arendt explique, c'est dans un article de 1965, elle explique que la focalisation qu'on a traditionnellement autour de la vérité en démocratie qui permettrait à la démocratie de fonctionner sainement est selon elle une erreur. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Je mettrai toutes les références que j'ai utilisées sur le site, si tu veux bien. Ça permettra aux uns et aux autres d'aller retrouver les références. D'ailleurs, je dis une bêtise parce que c'est un article qui est publié dans le New Yorker en 67 de mémoire, 2 ans plus tard, sur vérité de fait et opinion publique, si j'ai bonne mémoire. Arendt explique que en démocratie, ce qui permet d'installer la démocratie, c'est une volonté politique. C'est une volonté politique qui repose sur des opinions, sur des affects, et que dans le cadre de ce processus, la vérité joue un rôle, mais pas le seul. Et que quelqu'un qui a raison dans un processus démocratique n'est pas forcément celui qui gagne à la fin. Là où elle nuance son propos, c'est que dans sa conclusion, elle explique que néanmoins, on ne peut pas imaginer une démocratie qui serait fondée sur le mensonge. Et on se souvient que dans sa réflexion autour du totalitarisme, ce qui fait la différence entre les régimes totalitaires et les autres, c'est le recours systématique au mensonge, qui fonde la pratique du pouvoir. Mais néanmoins, et c'est là où Arendt est un penseur colossal, elle arrive à nuancer ce propos sur le totalitarisme en disant, mais même en situation démocratique, finalement, la vérité n'est pas l'alpha et l'oméga du processus démocratique. Lorsqu'on prend des décisions, je vais faire une référence à tous les camarades qui font l'histoire de l'énergie, la fermeture de Fessenheim, aujourd'hui, qui peut dire qui a raison sur le plan, je dirais, le plus pragmatique et rationnel du terme? On voit bien comment s'affrontent en grande partie des opinions et une volonté politique, qui est liée à des imaginaires, à des mythologies, d'un côté comme de l'autre, technicistes, productivistes pour les uns, écologiques et autres pour les autres. Donc c'est simplement ça. Et que moi, je l'ai lu à la lumière des fake news parce que j'ai l'impression qu'il y a une obsession dans la lutte contre les fake news qui tendrait à suggérer qu'on peut trouver un état médiatique dans lequel on aurait la vérité toute nue. Or, on le sait en tant qu'historien, la vérité toute nue, elle est quand même très compliquée à trouver. Ne serait-ce que définir ce qui est un fait en histoire. Bon, il y a un très bel article de Marc Bloch sur les fausses nouvelles de la guerre, qu'il écrit pendant la Première Guerre mondiale et qui est publié au début des années 20, qui revient là-dessus. Je le mettrai également en référence. Volontiers. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on va attendre un peu parce qu'il y a un petit temps de latence avec Facebook. J'attends de voir quand mes lèvres bougent. Sinon, je vais avoir une autre question sur quand on est historien du numérique. Alors, on est historien contemporain, mais du coup, quelles sont nos sources? Est-ce qu'on va consulter des archives aux archives nationales? Quelles sont nos sources, en fait, globalement? Ça, c'est un point. Alors, je cite toujours Valérie parce que d'abord, on a beaucoup écrit ensemble et on a découvert les archives du web en même temps. Nous sommes très attachés tous les deux au fait que l'historien du numérique, donc elle plutôt sur les réseaux, moi plutôt sur la socialisation de la technique, les interfaces, la rencontre avec le grand public, c'est un historien qui reste historien et donc qui brasse toutes les sources qui sont à sa disposition. L'historien du numérique, ça n'est pas un historien qui utiliserait que des sources numériques. C'est un historien dont l'objet est en grande partie attaché au numérique, dont son centre d'intérêt est de nature numérique, plus ou moins totalement. Donc, on consulte des archives qui sont très classiques pour des contemporanéistes. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à Fontainebleau avant que les archives nationales soient déplacées à Perfit, des archives papier énormément, et grâce à la constitution de fonds d'archives du web, par exemple, on a des archives numériques. Aujourd'hui, un des grands enjeux, c'est qu'en dehors des archives du web, on a beaucoup de mal à faire émerger d'autres archives numériques.
c'est compliqué, on n'a pas encore de procédure. Alors, il y en a quelques-unes qui se mettent en place, mais de captation, par exemple, des archives numériques des ministères, ça pose problème. Et puis, ça pose problème dans le temps parce qu'il y a des problèmes de format. On n'est pas tout à fait certain que dans quelques années, on pourra consulter dans de bonnes conditions les archives d'aujourd'hui. J'ai un collègue récemment qui m'a amené un très beau logiciel d'enseignement datant des années 80 sur des disquettes 5 pouces 1 quart. Je doute jamais pouvoir jeter un coup d'œil sur ce logiciel qui a l'air tout à fait intéressant et qui serait tout à fait informatif sur les méthodes d'enseignement dans les années 80, dans l'EAO, l'enseignement assisté par ordinateur, comme on disait à l'époque. Donc, il y a des enjeux spécifiques. Du coup, j'ai deux questions qui sont un peu proches, en quelque sorte. Première question pour rebondir tout de suite sur ce que tu as dit. Est-ce qu'on pourrait avoir une perte des archives? Moi aussi, il y a quelques mois, j'avais 2 archives jésuites en rapport avec ma thèse. Donc, il n'y a aucun rapport avec la question. Et la personne à côté de moi déballe le carton, il trouve une cassette. Aujourd'hui, lecteur de cassette n'existe plus. Donc, qu'est-ce qu'on en fait alors que c'était un document qui était très, très, très important apparemment? Donc, on perd une denrée rare, faute de technologie, pas d'entretien. Deuxième question. Est-ce qu'au contraire, on ne va pas avoir en fait une nouvelle forme d'archive qui serait publique? Par exemple, je pense au fameux tweet d'Emmanuel Macron il y a 2 ans, peut-être en réponse à Donald Trump, lors de sa sortie des accords de Paris, où il disait Make your planet great again, qui est devenu le tweet le plus tweeté en Europe, si je ne me trompe pas. Est-ce que ça, c'est pas aussi une forme de discours on étudie bien les discours de Clémenceau, de Gaulle. Est-ce qu'au final, notre accès sur Twitter n'est pas une nouvelle forme d'archive? Voilà. Alors, sur la première question et sur la perte, moi j'espère qu'on va perdre des archives. Parce qu'en bon contemporanéiste, je suis toujours fasciné par mes collègues antiquisants et médiévistes qui travaillent avec des volumes qui sont très inférieurs aux nôtres. Mais nous, un de nos enjeux, c'est la masse. Et les archives, là aussi, ce serait à mon avis une obsession un peu coupable que de penser et d'essayer de tout conserver. Il y a nécessairement de la perte en ligne, on dirait un spécialiste des télécoms, et c'est plutôt naturel dans le processus de mise en archive. On y reviendra peut-être s'il y a des questions là-dessus, mais une des nouveautés qui n'en est pas tellement une finalement, c'est la participation très directe aujourd'hui de l'historien à la constitution des archives numériques. La BNF a eu un processus extrêmement intelligent au moment de la mise en place du projet d'archivage du web, de demander à des historiens de quoi ils avaient besoin, en quelque sorte. Ce qui est dans le même temps totalement insatisfaisant, parce qu'il n'est pas certain que nos marottes d'aujourd'hui soient les marottes de demain. Donc voilà, l'archive a toujours un état instable, c'est dans sa nature. Ensuite, les formats. Alors les cassettes, ça va peut-être aider ton ami, mais il y a aujourd'hui un enjeu de conservation matérielle de dispositifs qui permettent éventuellement d'avoir accès à des formats antérieurs. La cassette ne pose pas véritablement de problème. On peut encore trouver des lecteurs de cassettes qui permettent de numériser les sons qui sont contenus de manière magnétique sur ces supports. Et le numérique propose en fait une solution qui n'est pas parfaite, mais qui permet une sorte de remédiatisation constante de l'archive. Je m'explique. Aujourd'hui, un champ qui est très dynamique, qui est très intéressant, c'est l'histoire du jeu vidéo, qui commence à se structurer, et dont l'enjeu, comme pour tous les champs de l'histoire du numérique globalement, c'est l'accès à de vieux logiciels. Et une des mesures qui permet à beaucoup de collègues de faire de l'histoire du jeu vidéo, c'est l'émulation. C'est le fait d'avoir mis en place des logiciels sur des machines récentes qui simulent le fonctionnement de machines plus anciennes et d'avoir converti les données présentes sur des supports anciens en données qui sont aujourd'hui lisibles. Et c'est même intéressant pour les joueurs, hein, tout simplement. Ça s'appelle le rétro gaming. Aujourd'hui, sur n'importe quel ordinateur récent, on peut émuler d'anciennes consoles de jeux ou d'anciens ordinateurs pour jouer à de vieux jeux. Donc, le numérique a cette capacité, en quelque sorte, de recomposition constante de l'archive. Alors, il faut le faire. Hein, il n'est pas dit qu'il n'y aura pas des trous dans la raquette, mais on n'est pas tenu à maintenir du matériel en état de fonctionner ad vitam aeternam. Donc ça, c'est un point qui est tout à fait bénéfique. Alors ensuite, les tweets sont bien entendu des archives qui sont utilisées, qui ne sont pas
sans poser de problème parce qu'ils sont publics durant une période plus ou moins longue après avoir été tweetés. Mais ensuite, ils ne sont plus accessibles. Aujourd'hui, la seule institution qui archive l'essentiel de la twittosphère, c'est la Bibliothèque du Congrès aux États-Unis, qui a un accord avec Twitter et dont les conditions d'accès sont problématiques. Ce qui est intéressant au travers de l'exemple de Twitter, c'est deux choses. La première, tu l'as souligné, c'est bien entendu qu'on a un nouveau support et une nouvelle manière de diffuser la parole publique, politique, mais pas uniquement. Il y a aussi tout l'enjeu de la prise en considération des opinions de la twittosphère, pas que des grands personnages. On ne va pas revenir à cette obsession des têtes couronnées que dénonçaient déjà Bloch et Febvre en leur temps. Et il y a des projets très intéressants qui ont été menés, par exemple, sur la réaction aux attentats. Le CNRS avait mené cette enquête sur la base des réseaux sociaux en moissonnant de grandes quantités de données. Donc, c'est effectivement un espace qui est très intéressant à étudier. L'autre problème, c'est qu'on a encore des difficultés à exploiter de telles masses de données. C'est très, très compliqué. Alors, moi, je passe toujours pour un historien assez critique sur ce qui relève de l'exploitation des big data, des grandes masses de données, parce que je suis pas loin de penser que l'étude qualitative des sources est inséparable de l'histoire et qu'on est en train de rejouer là de vieilles batailles de l'histoire quantitative qui ont déjà été tranchées avec ces grandes masses de données et qu'il est nécessaire quand même à un moment ou à un autre de voir les sources nous passer sous les yeux, même si c'est très exaltant de se dire qu'on peut avoir un corpus de plusieurs dizaines de gigas de messages et qu'on peut effectivement opérer des traitements statistiques dessus. Néanmoins, à un moment ou à un autre, il faut lire. S'il y a d'autres questions, moi de mon côté, j'ai fait le tour. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions. Est-ce que tu veux rajouter un dernier point? Non, mais vous remercier, voilà, encore une fois, c'était un très beau projet et j'étais très content d'y participer. C'est très important qu'on continue à diffuser l'histoire et les réflexions autour de l'histoire de cette manière-là. C'est très riche et c'était vraiment une joie de pouvoir discuter dans ces conditions-là, même si, bon, voilà, c'est un peu particulier de parler tout seul face à son ordinateur, mais on peut espérer, en plus, comme c'est enregistré, que voilà, les conférences aient une deuxième vie et c'est très bien. Donc, bravo à vous. C'est une belle initiative. Eh bien, tout à fait. Déjà, on a essayé de faire de l'histoire à l'ère du numérique. Confinement oblige aussi. On n'a pas parlé, mais notre histoire évolue par la situation sanitaire. Mais en tout cas, je vais conclure ce printemps déjà pour rappeler que de l'idée au projet, des correspondances avec les conférenciers jusqu'aux conférences, de la programmation et du programme jusqu'au replay, ce printemps a été endurant. On le voit à ma tête fatiguée et encore je suis le mieux en état physique de tous les bénévoles. Il a été endurant et riche aussi en connaissances. Il nous a permis à tous et à toutes de connaître plus de sujets, des problématiques qu'on n'avait pas forcément abordées, l'histoire à l'ère du numérique, les rivalités franco-françaises au Cameroun, l'affaire Dreyfus en Lorraine, etc., etc. Mais ce printemps n'est pas une finalité. Histoire d'en parler, depuis 3 ans, œuvre pour le plus grand nombre. Si vous souhaitez nous soutenir en faisant des dons, vous pouvez sur notre site. Si vous souhaitez adhérer au projet, vous pouvez également sur notre site, donc www.histoired'enparler.com. À titre personnel, je vous dis aussi, je conclus également mon engagement chez Histoire d'en parler, mais l'action continue et recommencera cet été et à la rentrée. Alors sur Nancy, pour les Nancéens et Nancéennes qui auront la chance de venir à nos conférences, café débat ou autres, mais aussi en ligne, sur YouTube avec des vidéos dès cet été sur la question palestinienne, sur les Celtes ou encore sur la mémoire d'un rescapé d'Auschwitz, sur notre site web avec les articles sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je remercie à nouveau Benjamin Thierry pour sa conférence. Merci également à ceux qui nous ont suivis sur le web. Ensemble, continuons toujours partout, par tout le monde et pour tout le monde à déconfiner l'histoire-géographie. Merci beaucoup et bonne soirée. Bonne soirée.